La bataille d'Austerlitz, livrée le 2 décembre 1805, est l'un des sommets de l'art militaire. Elle oppose Napoléon Bonaparte, empereur des Français, aux armées coalisées de l'Autriche et de la Russie, sous les yeux même de leur souverain. C'est pourquoi l'histoire l'a retenue comme la bataille des trois empereurs. Un an après son sacre, Napoléon doit affronter une nouvelle coalition européenne. En quelques semaines, la Grande Armée traverse l'Europe, manœuvre avec une rapidité foudroyante et attire ses adversaires dans un piège soigneusement préparé. Mais Austerlitz n'est pas seulement une victoire militaire, c'est un chef-d'œuvre de stratégie, une démonstration de ruse et de maîtrise du terrain qui marquera durablement l'histoire européenne. Dans cette série, nous allons revenir sur cet épisode majeur en 3 volets. D'abord, le contexte et l'analyse topographique pour comprendre comment Napoléon a préparé le terrain et trompé ses adversaires. Ensuite, le récit de la bataille elle-même, du lever du jour au triomphe final. Et enfin, le bilan et les conséquences, car Austerlitz ne fut pas seulement une victoire militaire, mais un tournant politique et diplomatique pour l'Europe entière. Plongeons ensemble dans l'histoire de ce moment unique où la stratégie, le courage et la destinée se sont rencontrés sur le plateau du Pratzen. Et dans cette première vidéo, nous ferons donc le point sur le contexte et l'analyse topographique de ce champ de bataille. Nous sommes donc en 1805, l'Europe est à nouveau en guerre, la troisième coalition vient de se former, le Royaume-Uni, l'Autriche, la Russie et la Suède s'allient pour tenter d'abattre Napoléon, sacré empereur des Français un an plus tôt. À Boulogne, Napoléon préparait une invasion de l'Angleterre. Mais face à la menace continentale, il change brusquement ses plans. La Grande Armée, disciplinée et rapide, se met en marche vers l'Allemagne et l'Autriche. En octobre, elle encercle le général autrichien Mack à Ulm. Pris au piège, ce dernier capitule avec près de 25 000 hommes, dont 18 généraux et 16 canons. C'est un désastre pour l'Autriche. Le général russe Kutuzov, venu au secours de Mack, choisit de battre en retraite devant l'avancée française. Napoléon poursuit son mouvement et le 13 novembre, ses troupes entrent dans Vienne sans résistance. La capitale autrichienne tombe, ses arsenaux et ses réserves renforcent encore la puissance française. Mais Napoléon ne s'arrête pas là. Il pousse son armée vers le nord en direction de la Moravie. Là, il joue un rôle d'acteur. Il feint la faiblesse, laisse croire qu'il est prêt à négocier la paix. Ses adversaires, le tsar Alexandre Ier et l'empereur François II, se persuadent que l'empereur des Français est en difficulté. Mais en réalité, Napoléon prépare un piège. À l'ouest du petit village d'Austerlitz se dresse un plateau, le Pratzen. C'est là que se décidera l'affrontement. La rencontre sera exceptionnelle. 3 souverains présents sur le même champ de bataille. Napoléon Bonaparte face à François II, l'empereur d'Autriche et du Saint-Empire, et Alexandre Ier, tsar de Russie. C'est pourquoi l'histoire retiendra ce moment sous le nom de la bataille des 3 empereurs. Mais pour comprendre pleinement ce chef-d'œuvre stratégique, il ne suffit pas de connaître les acteurs et les événements qui ont mené à cette confrontation. Il faut aussi observer le théâtre de la bataille lui-même. Car à Austerlitz, la bataille n'est pas un simple décor. Il devient une arme entre les mains de Napoléon. Vallons, rivières, villages, mais surtout le fameux plateau du Pratzen, chaque relief, chaque position jouera un rôle décisif. Entrons donc dans l'analyse topographique, comment la géographie de ce champ de bataille a façonné l'un des plus grands affrontements de l'histoire. Le champ de bataille d'Austerlitz s'étend donc en Moravie, à l'ouest du petit village éponyme, aujourd'hui appelé Slavkov et Brna. En décembre 1805, il est recouvert d'une mince couche de neige. Ce champ de bataille forme un vaste rectangle de 8 km sur 12. Au nord, il est bordé par la route d'Olmütz à Brunn. À l'ouest, par la route de Vienne jusqu'à Brunn. Et au sud, des étangs gelés ferment le champ de bataille. Au centre domine donc le fameux plateau du Pratzen, véritable pièce maîtresse du terrain, d'où l'on peut observer tous les mouvements aux alentours. Ce plateau s'étend d'une 40aine de mètres et sépare 2 ruisseaux qui dessinent un V sur la carte. À gauche, le Goldbach et à droite, la Litava qui passe même derrière le plateau. Autour de ce relief stratégique, plusieurs villages jouent également un rôle essentiel. Au nord, Bossenitz, où se dresse également le Santon, qui est une petite colline fortifiée par les Français. Plus au sud, et plus bas donc que le Pratzen, au nord-ouest de ce dernier, les villages de Puntowitz et de Kobelnitz, d'où le corps de Soult lancera son attaque vers les hauteurs occupées par les Austro-Russes. Et enfin au sud, 3 villages marquent la ligne des combats les plus acharnés, Sokolnitz, Telnitz, tout particulièrement, et également Ogest, et qui est situé au pied du plateau. Ainsi, le champ de bataille d'Austerlitz n'est pas un simple décor.
Routes, ruisseaux, étangs et villages composent un terrain complexe, où chaque relief et chaque position vont peser dans le destin de la bataille. Au niveau de la météo, les 1er et 2 décembre 1805, le champ de bataille d'Austerlitz, comme je l'ai dit un peu plus tôt, recouvert d'une fine couche de neige. Le matin, une brume épaisse enveloppe les vallons et les villages, masquant les mouvements des troupes et accentuant l'incertitude. Puis, en milieu de journée, le ciel se dégage soudainement, un soleil éclatant illumine le plateau de Pratzen et les étangs gelés au sud. Ce contraste saisissant entre la brume matinale et la clarté du midi marquera les esprits. C'est d'ailleurs de là que vient l'expression passée à la postérité « le soleil d'Austerlitz ». Symbole de victoire et de gloire, il sera même invoqué par Napoléon lui-même quelques années plus tard, avant la bataille de la Moskova en 1812, lorsqu'il s'exclamera « Voilà le soleil d'Austerlitz ». Le 28 novembre de cette même année, l'avant-garde française, commandée par Murat, est chassée du village de Wischau par les forces coalisées. Les Alliés interprètent aussitôt cet épisode comme la preuve que l'élan offensif de Napoléon s'essouffle. Le même jour, l'empereur ordonne un repli calculé et laisse volontairement aux ennemis le contrôle du plateau de Pratzen. Ce geste renforce leur conviction qu'il se prépare à battre en retraite et qu'il n'osera pas livrer bataille. Autour de Brünn, les troupes françaises se regroupent. Les généraux autrichiens et les conseillers russes en concluent que Napoléon, en infériorité numérique, n'a pas d'autre choix que de se retirer vers Vienne. Désireux de l'en empêcher et sûr de leur avantage, ils décident de forcer l'affrontement avant l'arrivée de nouveaux renforts russes et notamment de l'archiduc Charles. Conformément aux attentes de Napoléon, l'armée austro-russe étire de plus en plus son aile gauche en direction d'Austerlitz et d'Augest, cherchant donc à envelopper la droite française. La manœuvre n'est pas dénuée de logique et pourrait réussir à condition que cette aile ne se retrouve pas isolée. Car le but des Austro-Russes est bien de couper la route de Vienne à Napoléon et d'envelopper sa droite pour mieux détruire son armée. Le 30 novembre, les coalisés s'installent sur le plateau du Pratzen qui domine la plaine à 320 mètres d'altitude. Napoléon prévoit qu'ils descendront de cette hauteur par l'ouest pour attaquer donc sa droite qu'il présente comme son point faible, pour mieux les attirer dans son piège. C'est alors que Soult, à la tête du 4e corps, devra reprendre le plateau et couper l'armée ennemie en deux. Convaincu que l'affrontement est désormais inévitable, l'empereur rappelle les corps de Davout et de Bernadotte, et le 3e corps de Davout accomplit une marche forcée de 110 km en 2 jours pour rejoindre le champ de bataille. Et pour terminer cette première vidéo sur cette trilogie, nous allons maintenant nous attarder sur les forces en présence et les dispositifs des deux armées. Nous allons commencer avec l'organisation du dispositif austro-russe qui se déploie en 7 colonnes. Les 3 premières colonnes, placées à gauche et totalisant environ 30 000 hommes, sont sous les ordres du général russe Buxhöwden, ainsi que l'avant-garde du général autrichien Kienmayer. Ces 3 colonnes doivent partir du Pratzen pour gagner Sokolnitz et Telnitz via Augest pour se rabattre ensuite sur Turas et envelopper la droite française. Une 4e colonne, autrichienne cette fois-ci, forte d'environ 17 000 hommes et commandée par le général autrichien von Kolowrat, forme le centre et doit progresser du Pratzen vers Kobelnitz en suivant la 3e colonne. La 5e colonne, qui rassemble la cavalerie du prince de Liechtenstein, qui compte environ 7000 cavaliers, se détachera du centre pour renforcer la droite en se dirigeant vers la route de Brünn. Puis, les 2 dernières colonnes, composant la droite du dispositif, la 6e, qui est dirigée par Bagration, qui doit s'emparer du Santon et de Bossenitz, donc sur l'axe de Brünn, comme vous pouvez le voir ici sur la carte. Et enfin, la 7e colonne, conduite par le grand-duc Constantin, qui doit tout d'abord rester en réserve sur la même route avec la garde impériale russe. L'ensemble est soutenu par 278 pièces d'artillerie. Cette disposition révèle la conviction des coalisés que la droite française s'étend jusqu'à Menitz, alors qu'elle est en réalité massée plus au nord, entre Puntowitz et Telnitz. En conséquence, ils comptent manœuvrer vers le sud pour envelopper les Français et couper la route de Vienne, les actions au nord n'étant destinées qu'à les distraire. Franz von Weyrother, qui est nommé chef d'état-major par le tsar, affirme à ce dernier que la victoire est assurée. Kutuzov, quant à lui, a davantage de doutes. Quant au dispositif français, au centre, Soult occupe le secteur de Puntowitz, avec des postes avancés qui descendent vers le sud jusqu'au village de Sokolnitz et Telnitz, qui sont donc la droite française. Et c'est face à lui que se massent les principales forces ennemies. Soult est à la tête du 4e corps d'armée, le plus puissant de l'armée française. Bernadotte, lui, tient position dans le village de Jirschikowitz.
Murat se trouve au sud de ce même village. Plus au nord, Lannes contrôle la route de Brune, près de Bosnitz, en appui sur la hauteur du Santon, qui est une colline qui a été fortifiée par les troupes du général Claparède. Les unités de réserve sont cantonnées derrière les lignes de Soult et de Bernadotte. Le dispositif a été définitivement fixé par Napoléon, qui a achevé de répartir les missions lors d'un dernier conseil de guerre avec ses maréchaux le 1er décembre à 20h30. La manœuvre prévoit que lorsque l'adversaire quittera le plateau du Pratzen pour opérer contre la droite française, Soult lancera une contre-attaque sur le plateau. Pour favoriser cette action, l'empereur mettra en soutien sa garde ainsi que la réserve de grenadiers d'Oudinot afin d'appuyer l'offensive de Bernadotte sur Blasowitz. Point d'arrivée prévu de la colonne ennemie venant de la route d'Austerlitz. Ensuite, Napoléon entend pivoter vers la gauche adverse pour couper l'aile russe de la route d'Olmütz, profitant du fait qu'elle se trouvera alors avancée vers Telnitz. Confiant dans ses calculs, Napoléon a même résumé publiquement la veille de l'affrontement la manœuvre décisive qu'il entendait mettre en œuvre. Dans la soirée du 1er décembre, quittant son quartier général de Horka, que l'on peut voir ici sur la carte, il parcourt les positions éclairées par les flambeaux allumés spontanément par ses soldats en liesse. Les Austro-Russes, en face, voyant ces lueurs, interprètent à tort ces feux comme le signe d'un moral brisé et l'abandon de cantonnement par leur adversaire. C'est sur ces mots que se termine cette première vidéo. Je vous donne rendez-vous donc dans une prochaine vidéo pour la bataille d'Austerlitz. 28 novembre 1805, contre toute attente et au grand étonnement de ses maréchaux, Napoléon ordonne à Murat, Lannes et Soult de se retirer du plateau du Pratzen, position pourtant d'une importance tactique majeure. Ce retrait calculé, qui semble à première vue incompréhensible, est perçu par les forces ennemies comme un signe de faiblesse et un aveu de vulnérabilité. Le lendemain, 29 novembre, l'empereur, d'humeur sombre, reçoit le prince russe Dolgorouki. Il lui propose un armistice, mais les exigences formulées par les Russes se révèlent excessives et rendent toute négociation impossible. Face à cette impasse diplomatique, Napoléon tranche. Il provoquera la bataille sur le terrain qu'il a lui-même choisi, avant que les armées austro-russes ne parviennent à regrouper l'ensemble de leurs forces. Ainsi, il transforme une apparente concession en une manœuvre stratégique destinée à attirer l'ennemi dans le piège qu'il a soigneusement préparé. 2 décembre, jour de la bataille, 4 heures du matin. Napoléon quitte son quartier général à cheval afin de s'assurer que les armées austro-russes n'ont pas modifié leur dispositif pendant la nuit. Ces éclaireurs lui confirment que l'adversaire continue à étirer ses lignes vers Augest et Telnitz, affaiblissant ainsi son centre. Des lueurs, des torches de l'armée austro-russe sont visibles sur le plateau. 6h30. Les 3 colonnes de Buxhausen et l'avant-garde de Kienmayer partent du Pratzen en direction des villages de Telnitz et de Sokolnitz en passant par Augest. À mesure que l'aube se lève, l'empereur constate que les Alliés dégarnissent le plateau du Pratzen. Il choisit de laisser l'ennemi poursuivre cette erreur et retient encore Soult et ses divisions, déjà prêtes à attaquer depuis Puntowitz sous le couvert du brouillard. 7 heures, l'avant-garde autrichienne du général Kienmayer attaque le village de Telnitz, défendu par le 3e régiment de ligne et un bataillon de chasseurs corses. Le terrain et la brume masquent les Français qui parviennent à repousser ici plusieurs assauts. Ce secteur est défendu par la division Legrand du 4e corps de Soult, avec plus précisément ses brigades Ferry sur Telnitz et les brigades Merle et Levasseur sur Sokolnitz. 1 heure plus tard, aux alentours de 8 heures, la première colonne russe de Doktourov arrive en renfort dans le secteur du village de Telnitz, engageant le combat. Pendant ce temps, les cuirassiers autrichiens de Hohenlohe prennent position près de Blasowitz. Hohenlohe est rejoint par les brigades de von Essen et celle de Chepelev, et la brigade d'Uvarov reçoit quant à elle l'ordre de soutenir Bagration, un petit peu plus au nord. Dans la partie sud, les Russes expulsent les Français du village de Telnitz aux alentours de 8h30. Un peu avant 9h, le maréchal Davout, qui vient de parcourir 115 km en 2 jours avec son 3e corps, à peine arrivé sur le champ de bataille qu'il reçoit l'ordre de reprendre Telnitz et Sokolnitz aux Russes. En réalité, le maréchal ne dispose que de 3300 hommes de la division Friant. Les autres unités, retardées par la longueur et la dureté de la marche, ne rejoindront le champ de bataille que par petits détachements dans la nuit puis le lendemain matin. À ces forces s'ajoutent les dragons de la division Boursier. Le 3e corps,
entre donc en action afin de reprendre successivement les villages de Telnitz et de Sokolnitz que l'aile droite de Soult, chargée de leur défense, avait dû abandonner face à un ennemi très largement supérieur en nombre. Les combats se révèlent particulièrement acharnés tout au long de la journée, et Sokolnitz change plusieurs fois de main, sans que les Russes ne parviennent toutefois à rompre la ligne française malgré leur écrasante supériorité numérique. Davout manœuvre avec une grande habileté, organisant ses troupes en 3 échelons capables de se soutenir mutuellement. Cette disposition permet de lancer des contre-attaques incessantes avec des unités restées en réserve afin de reconquérir le terrain perdu. Les charges de dragons viennent colmater les brèches et empêchent toute exploitation par l'infanterie ennemie. 9h. Le 15e léger et le 108e de ligne de la division Friant, donc appartenant au corps de Davout, reprennent le village de Telnitz. Proche de ce village, le 108e régiment de ligne succombe à une attaque surprise dans le brouillard des hussards de Hessen-Homburg. Dans le même temps, les brigades Kister et Locher de la division Friant du corps de Davout, épuisées par leur récente marche, reçoivent l'ordre d'attaquer Sokolnitz où les Russes ont pris récemment l'avantage. Le 48e de ligne de la brigade Locher refoule les Russes de Sokolnitz. Langeron, qui est un officier français mais qui sert dans l'armée russe depuis 1790, contre-attaque avec des troupes fraîches et reprend Sokolnitz. La brigade Kister, qui avait été tenue en réserve pendant que la brigade Locher reprenait Sokolnitz, est lancée à son tour dans la bataille de Sokolnitz, où les combats redoublent en intensité. Au nord, maintenant, Bagration attaque le 5e corps de Lannes au Santon, qui est donc cette colline fortifiée, avec l'appui de la cavalerie de Liechtenstein. Bagration lance sa cavalerie qui est repoussée par celle de Kellermann. Murat intervient également avec les cuirassiers et carabiniers de la division Nansouty. Toujours à 9h, donc au même moment, la garde impériale russe du grand-duc Constantin atteint la colline à l'est de Blaszowitz. Napoléon retient encore ses divisions pour laisser l'ennemi dégarnir le plateau du Pratzen. Lorsque les rapports lui signalent une offensive ennemie en direction de Sokolnitz et de Telnitz, Napoléon déclenche son plan. Les corps de Bernadotte, Soult, Lannes et la cavalerie de Murat se mettent en marche simultanément. Bernadotte progresse vers Blaszowitz, soutenu par Murat, tandis que Lannes avance le long de la route de Brünn. La garde impériale suit à distance, prête à intervenir si nécessaire. Avec la cavalerie légère de Kellermann en tête, ces hommes progressent dans la plaine entre Blossenitz et Blaszowitz. Quant au 4e corps de Soult, avec ses divisions Saint-Hilaire et Vandamme, profitant du brouillard pour franchir le Goldbach, il surgit du Talweg où se trouvent les villages de Kobelnitz et de Puntowitz pour passer à l'attaque. La division de Saint-Hilaire passe à l'ouest de Prats et celle de Vandamme à l'est. Le 14e de ligne du colonel Mazas de la division Saint-Hilaire progresse sur le village de Prats. Il est au même moment accueilli par des tirs nourris du régiment Novgorod de la division Miloradovitch. Les Français reculent et c'est avec le soutien du 36e de ligne de la brigade Thiébaut que les Français parviennent à reprendre la localité et à mettre en fuite les Russes du régiment Novgorod. Kolovrat, le général autrichien commandant la 4e colonne au centre du dispositif allié, décide de scinder en 2 ses forces, l'une russe et l'autre autrichienne, tandis que les troupes russes se dirigent vers Staré Vinoradi, la colline des vieux vignobles en latin, pour en assurer la défense. Quant aux Autrichiens, placés sous le commandement énergique du major-général Jurczyk, se maintiennent avec courage sur le plateau du Pratzen. Là, malgré une infériorité numérique écrasante face aux divisions de Soult, ils opposent une résistance inattendue. La division Saint-Hilaire atteint le Pratzen où elle manœuvre rapidement entre colonnes et lignes afin de faire face aux Autrichiens sur le plateau. Ses capacités de manœuvre rapides et efficaces lui permettent de prendre position sur l'objectif. Les brigades Morand et Thiébaut de la division Saint-Hilaire aperçoivent des ennemis s'approcher de leur position, mais ne parviennent pas à distinguer s'il s'agit de Russes ou d'Autrichiens, car ces deux armées utilisent des uniformes gris. Après un moment, ils arrivent à les identifier comme Autrichiens. Les Français déploient 9 pièces d'artillerie et font feu sur les ennemis en approche. Les Autrichiens de ces unités, dont la valeur militaire était jugée inégale et peu prometteuse, surprennent par leur ténacité. Ils tiennent leur position jusqu'à ce que l'infanterie française, renforcée par des effectifs toujours plus nombreux, les submerge presque entièrement. La plupart tombent sur place, mais leur résistance acharnée perdure jusqu'à l'arrivée de renforts russes. Au cœur de cette lutte désespérée, le général autrichien Jurczyk se distingue par son courage personnel.
Il tente de rallier ses hommes, exhortant chacun à ne pas céder. C'est alors qu'il est frappé et tombe dans son cheval. Grièvement blessé, il succombe 4 jours plus tard. Ainsi, disparaît le major général impérial Franz Jursic, mortellement atteint lors de la bataille d'Austerlitz, symbole de la fidélité et du sacrifice de ses troupes. Et devant cette résistance, Saint-Hilaire pense à faire retraite, mais le colonel Pouzet du 10e léger le presse de continuer à avancer et à attaquer. L'empereur Alexandre, présent sur place, tente de rallier ses hommes, mais se retrouve sans réserve pour inverser la situation. Les forces alliées finissent par reculer vers Ostieradek, puis vers Vachon, abandonnant leur artillerie embourbée. À 10h, plus au nord, et devant la résistance rencontrée par le maréchal Lannes, Napoléon revoit ses plans et décide de concentrer ses forces sur le centre, donc sur le plateau du Pratzen. À 10h30, les cuirassés de Liechtenstein arrivent au sud de Blaszowitz, mais se retrouvent sous le feu nourri des Français qui les repoussent. 11h, Soult contrôle le plateau et y installe tous ses canons. La division Vandamme, quant à elle, affronte la division Miloradevich à l'est du village de Prats, plus précisément au Staré Vinoradi, et ici, les Français sont en supériorité numérique à 2 contre 1. En effet, les 7000 hommes de Vandamme sont rejoints par la brigade Varé, forte de 3000 hommes, contre 5000 Russes. Sous la pression, les Russes sont battus et reculent. La division Miloradovitch est détruite dans les combats. Dans le même temps, plus au nord, Bagration lance une contre-attaque de diversion sur Bosenitz. Le 5e régiment de chasseurs de Fedor Gogel surprend un détachement français et le repousse vers le Santon. Les Russes, souhaitant profiter de ce succès sur Bosenitz, poursuivent leur avancée sur la colline du Santon, où les hommes du 17e léger les repoussent avec de lourdes pertes. C'est ici, sur ce promontoire fortifié, que l'aile gauche française va basculer. Face à ce mur de feu, l'élan russe se brise. Les Jägers du général Gogol sont contraints à une retraite précipitée vers le village de Bosenitz. Mais Napoléon ne veut pas simplement les repousser, il veut les briser. Alors une contre-attaque sur Bosenitz est lancée par le 17e léger qui sort de ses retranchements de la colline, soutenu par la cavalerie des généraux Millot et Treillard. Sous cette pression combinée, les rangs de Gogol s'effondrent. Cette attaque russe sur Bosenitz, qui est finalement repoussée, ne fait que freiner l'avant. À midi, Napoléon réorganise ses forces. Il retire Bernadotte des combats contre Bagration et installe son quartier général sur le plateau du Pratzen. À la droite des Français, Davout retient l'avancée alliée vers Tennitz et Sokolnitz. Lannes, de son côté, qui est donc plus au nord, attaque le village de Blaszowitz avec les 13e légers et le 51e de ligne de la division Falga et parvient à déloger du village les Jägers russes qui s'y trouvaient. La discipline française tient le choc face au feu nourri des Russes. Cuirassés du général Todpoul menacent les flancs russes et finalement Murat et Lannes prennent l'avantage sur Bagration, qui parvient néanmoins à se retirer en ordre vers Velesovitz. Et dans la foulée, le village de Krou est capturé également. Napoléon, voyant le succès assuré sur le nord, dirige une partie de ses gardes et la réserve d'Oudinot vers la droite française pour soutenir Soult et achever l'aile gauche ennemie. À midi et demi, une des forces les plus puissantes de ce champ de bataille n'est pas encore rentrée en action. Il s'agit de la 7e colonne du grand-duc Constantine et la garde impériale russe, forte de 10 000 hommes. Une fois la division Miloradovitch éliminée, la garde impériale avance sur Vandamme. Le 4e de ligne français avance vers cette unité afin de l'identifier et doit former le carré face à la cavalerie de la garde russe. Les chevaliers gardes russes chargent le carré français et c'est à ce moment que l'aigle du 4e régiment de ligne fut capturé par les Russes. Dans ces combats, c'est plus précisément le 1er bataillon du 4e régiment de ligne qui se forme en carré pour résister à la charge de la cavalerie. L'artillerie russe ouvre le feu avec de la mitraille. Le porteur de l'aigle est mortellement touché avant même la charge de cavalerie. La première charge du 1er escadron russe est repoussée par les tirs français. Par contre, la seconde charge des gardes du corps russe parvient à rompre le carré. Le major Saint-Cyr, qui avait repris l'aigle, est grièvement blessé et l'emblème est capturé. Plus de 200 soldats du 4e sont tués, le carré est totalement disloqué. Face à cette situation, Vandamme décide d'envoyer le 24e léger, mais ce dernier est lui aussi balayé par une nouvelle charge des chevaliers gardes russes. Les 2 régiments français, donc le 4e de ligne et le 24e léger, sont mis en déroute, incapables de tenir ni un carré ni en ligne. Les Russes se retirent en bon ordre et les Français ne reprirent jamais leur aigle, aux grandes dames de Napoléon.
Napoléon, arrivé à proximité, accompagné de Bessières et de la garde impériale française, croise des soldats des 2 régiments d'infanterie défaits par les chevaliers gardes russes, en train de battre en retraite et qui lui crient mécaniquement « Vive l'empereur !» quand ils l'aperçoivent. Napoléon envoie la cavalerie de Rapp qui parvient à repousser les Russes, avant d'être mis en difficulté par l'infanterie du duc de Constantine. Les chevaliers gardes russes chargent les cavaliers de Rapp qui reculent. C'est à ce moment précis qu'eut lieu une bataille de cavalerie entre les chevaliers gardes russes et la cavalerie française. Selon certaines sources, 1800 cavaliers russes affrontèrent 1100 cavaliers français. Bessières envoie le colonel François-Louis de Morland avec 2 escadrons de chasseurs à cheval de la garde. Les chasseurs, vêtus de vert, chargent l'infanterie de la garde russe, mais après une violente mêlée, sont repoussés. Bessières fait alors appel au général Michel Ordeneur et à ses grenadiers à cheval, qu'on appelle les grosses bottes, reconnaissables à leur panache rouge. Leur charge impressionnante ne suffit pas à briser la résistance de la garde russe. Napoléon ordonne de nouveau au général Rapp de lancer 2 escadrons de chasseurs et un escadron de mamelouks. Les mamelouks sont des cavaliers orientaux réputés pour leur habileté et leur férocité. Ils se jettent dans la mêlée et empêchent la cavalerie russe de sabrer les fantassins français en fuite. Le combat devient un chaos de corps à corps dans la vallée de Blasowitz. Il est décrit par Rapp comme une véritable boucherie. Les Mamelouks et les grenadiers à cheval parviennent à repousser la cavalerie russe et à infliger de lourdes pertes à son infanterie. Rapp, blessé, manque d'être tué lors d'une contre-attaque russe, mais il est sauvé par un Mamelouk répondant au nom de Jean Chahin. Les grenadiers à cheval capturent le prince russe Repnine, chef d'escadron de la garde russe. Dans cette bataille de cavalerie, la garde impériale française subit des pertes sensibles. 3 officiers sont tués ou mortellement blessés, dont le colonel Morland, qui succombera à Brune le 5 décembre. 22 sous-officiers et soldats sont également tués ou grièvement blessés. Avec l'intervention de la garde impériale française et l'arrivée du premier corps de Bernadotte, le plateau du Pratzen est finalement aux mains des Français. Enfonçant définitivement le centre ennemi, l'armée austro-russe se retrouve coupée en 2. 13 heures. Le grand-duc Ferdinand fait avancer 4 bataillons pour attaquer la division de Vandamme sans succès. Sur l'aile gauche des coalisés, donc au sud du champ de bataille, qui représente la droite française, Buxhöwden, malgré sa supériorité numérique, échoue à coordonner ses colonnes. Il se heurte à Davout, qui, à peine arrivé sur le champ de bataille, et comme on l'a vu plus tôt, a déployé ses hommes devant Telnitz et a mené la division Friant jusqu'à Sokolnitz. Ce village changeant de main à plusieurs reprises dans les combats acharnés de la journée. Au même moment, Kutuzov réclame des renforts pour reprendre le Pratzen, mais Liechtenstein ne peut lui envoyer que quelques escadrons insuffisants pour changer le cours de la bataille. Les forces de Saint-Hilaire, de Vandamme, de Legrand, les dragons de Boyer et les grenadiers d'Oudinot sont envoyés au sud en direction de Sokolnitz et Augest. La division de Friant, épuisée par les combats, tient encore la partie nord du village de Sokolnitz et contre-attaque en même temps que les troupes françaises descendent du plateau sur ce même village, piégeant les troupes russes présentes dans ce secteur. Prebichevski, commandant la 3e colonne russe, tente de percer vers le nord, mais il est vite submergé et est fait prisonnier avec 4000 de ses hommes. Vers 14 heures, Sokolnitz est encerclé par Soult et Davout. Augest est attaqué par Vandamme et l'armée alliée commence à se disloquer. 14h30, le général Buxhöwden, isolé, ne reçoit plus d'ordre de Kutuzov ni du tsar. Ses colonnes sont coupées du reste de l'armée. Aux alentours de 15h, les Russes commencent à reculer vers les lacs et les marais gelés au sud. À 16h30, Napoléon arrive à la chapelle de Saint-Antoine de Padoue où il observe la fin de la bataille et la fameuse canonnade en direction des étangs gelés par 24 pièces de la garde impériale et du 4e corps. La glace cède, provoquant la noyade de plusieurs dizaines de soldats. Les combats cessent. Bagration se replie en ordre vers le nord. Les Français épuisés ne le poursuivent pas immédiatement. Dans les 40 heures suivantes, Bagration met 60 km entre lui et le champ de bataille. La victoire française est désormais totale. Le tsar et son état-major, conscients de l'issue, se retirent précipitamment, laissant à Kutuzov la tâche de sauver ce qui peut l'être. Les troupes russes, encerclées à Sokolnitz, se rendent. Et celles de Langeron ne parviennent qu'en partie à rejoindre Buxhöwden. Ce dernier, englué dans des combats inutiles autour de Telnitz, tente de se replier vers Augest, mais se retrouve piégé entre les lacs et les hauteurs. Une partie de ses colonnes s'effondre dans les eaux glacées, la glace cédant sous les tirs de l'artillerie française. Les survivants, harcelés par les Français, parviennent à se replier vers Satchan, puis Seitsch, abandonnant le reste de leur artillerie.
L'armée austro-russe, défaite sur toute la ligne, n'a plus d'autre choix que de battre en retraite vers la Hongrie et la Russie, poursuivis par les troupes françaises. Et c'est sur ce point que se termine cette deuxième partie, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le bilan et les conséquences. Bilan et conséquences de la bataille d'Austerlitz. Cette bataille, souvent appelée la bataille des trois empereurs, fut non seulement une victoire éclatante pour Napoléon, mais également un tournant décisif dans l'histoire européenne. Son bilan humain et militaire est impressionnant, ses conséquences diplomatiques immédiates sont lourdes et sa portée historique dépasse largement le cadre de l'année 1805. Concernant le bilan humain et militaire, cette confrontation du 2 décembre 1805 fut brève, mais d'une intensité exceptionnelle. En moins de 9 heures, les armées austro-russes furent brisées. Les pertes alliées furent considérables, environ 23 000 hommes hors de combat. Les Russes déplorèrent à eux seuls 11 000 tués et blessés et plus de 9 000 prisonniers. Les Autrichiens, de leur côté, comptèrent environ 600 tués et 1 200 blessés et plus de 1 600 prisonniers. Au total, ce sont donc 12 800 tués et blessés et 10 600 prisonniers, soit près d'un tiers de l'armée austro-russe qui disparut durant cette journée, avec la perte de 45 drapeaux et de 185 canons, trophées qui furent ensuite exposés à Paris et notamment aux Invalides et utilisés pour ériger et forger la colonne Vendôme. Les Français, bien que vainqueurs, ne sortirent pas indemnes. Environ 1400 tués, près de 7000 blessés et quelques centaines de prisonniers. Napoléon fut particulièrement affecté par la perte d'une aigle, celle du 4e régiment de ligne, comme nous l'avons vu précédemment dans le récit des combats contre la garde impériale russe. Si on élargit le spectre à l'ensemble de la campagne de 1805, l'Autriche perdit environ 90 000 hommes, la Russie 50 000, tandis que la France et ses alliés 35 000. Ces chiffres montrent que la victoire française fut acquise au prix d'un effort considérable, mais aussi que l'armée impériale avait su limiter ses pertes par rapport à l'ampleur du désastre subi par ses adversaires. L'empereur d'Autriche, conscient que la poursuite du conflit risquait de lui coûter ses derniers atouts, se voyait contraint de rechercher la paix. Mais de son côté, Napoléon avait lui aussi intérêt à mettre un terme au combat. D'importants renforts autrichiens convergeaient vers le théâtre des opérations et la Prusse était prête à basculer dans la coalition tout en menaçant d'élargir encore le front. Finalement, l'Autriche mettra 4 ans pour s'en relever et rebâtir son armée. Et les Prussiens n'entreront en conflit avec la France que l'année suivante et seront eux aussi défaits à Jena-Auerstadt. Concernant maintenant le côté politique et diplomatique, dès le lendemain de la bataille, l'empereur François d'Autriche, dont l'armée était en pleine désorganisation, n'eut d'autre choix que de négocier. Le prince Jean de Liechtenstein fut envoyé non loin du champ de bataille, au nord-est de Krou, au bivouac de Staraposta, où il fut reçu par Napoléon en compagnie de Lannes et de Murat. Cela dans le but de préparer une rencontre entre les deux souverains. Le 4 décembre, un armistice fut conclu. Les troupes russes devaient se replier vers leurs frontières, tandis que l'Autriche acceptait de discuter les conditions de paix. Le traité de Presbourg, ville qui porte aujourd'hui le nom de Bratislava, donc en Slovaquie, a été signé seulement 3 semaines plus tard, et plus exactement le 26 décembre 1805. Ce traité donc de Presbourg scella la victoire française. Ces clauses furent extrêmement lourdes pour l'Autriche. Perte de territoire, cession de 4 millions d'habitants, paiement d'indemnités financières considérables et surtout la reconnaissance de l'hégémonie française en Italie. Ce traité marqua également la fin du Saint-Empire romain germanique, institution millénaire, remplacée par la Confédération du Rhin et placée sous l'influence directe de Napoléon. La troisième coalition, qui avait réuni l'Angleterre, l'Autriche et la Russie, se trouva dissoute. Seule l'Angleterre demeura en guerre contre la France, mais isolée sur le plan continental. Au niveau de sa portée, Austerlitz fut bien plus qu'une victoire militaire. Elle devint un mythe fondateur du prestige napoléonien. Napoléon sut exploiter l'événement par un discours triomphal adressé à ses soldats, où il exalta leur bravoure et leur gloire. Il rappela que, en moins de 4 heures, une armée de 100 000 hommes, des chiffres un peu exagérés, commandée par 2 souverains, avait été coupée et dispersée et que désormais, vous n'avez plus de rivaux à redouter. Ce discours, à ces hommes, empreint de fierté et de reconnaissance, contribua à forger la légende impériale et à renforcer la fidélité de ses troupes. La mémoire d'Austerlitz s'est perpétuée bien au-delà du règne de Napoléon. Dans les institutions militaires françaises, comme à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, la bataille est encore célébrée chaque année le 2 décembre. D'ailleurs, dans cette école, chacune des lettres du mot Austerlitz correspond
à un mois de formation, constituant ainsi un repère symbolique dans le parcours des élèves officiers. Les drapeaux, capturés, ornent toujours les Invalides, et la colonne Vendôme, construite avec le bronze des canons pris aux ennemis, reste un monument emblématique de cette victoire. Sur le plan historique, Austerlitz illustre la supériorité tactique de Napoléon, capable d'attirer ses adversaires sur un terrain choisi et de les vaincre grâce à une armée parfaitement entraînée. D'ailleurs, il faut rappeler que cette armée française de 1805 avait reçu un entraînement conséquent à Boulogne avant de se mettre en marche. Mais cette bataille marque aussi la fragilité des coalitions européennes, souvent minées par des rivalités internes et une coordination défaillante. Enfin, elle ouvre une nouvelle phase de domination française sur le continent qui durera jusqu'au revers de 1812 et 1813 et surtout de la terrible campagne d'Espagne. En conclusion, la bataille d'Austerlitz fut donc un événement total, une victoire militaire éclatante, un bouleversement politique majeur et un jalon mémorial durable. Elle coûta des dizaines de milliers de vies, mais elle assura à Napoléon une gloire incomparable et une position dominante en Europe. Pour les Français, dire « j'étais à Austerlitz » devint un titre de noblesse militaire, preuve que cette journée avait marqué les esprits autant que les destinées des nations.